Wim. Alors, Wim Hof, il n'a pas souhaité créer une méthode à la base. C'est pas dit un jour, ça serait bien que j'ai créé une méthode avec mon nom. Non, c'était pas ça. Wim Hof était quelqu'un qui, dès le plus jeune âge, avait été attiré par les yogas. Et il était parti en Inde, et il venait d'une famille un peu hippie. Donc lui, il cherchait par contre un parcours des connexions à la nature et à soi par les yogas. Et il était parti en Inde à chercher quelque chose, un maître, des pratiques. Et il excellait dans ces pratiques. Donc il excellait dans tout ce qui était Hatha Yoga, des positions statiques compliquées tenues très longtemps. D'ailleurs, sa position sur un bras, c'est qui est la suite de ses parcours. Et il était allé en Inde et il n'avait pas forcément trouvé ce qu'il recherchait. Mais il avait eu une introduction avec les froids de la nature, dans les montagnes du nord des Landes, donc vers l'Himalaya, mais tout seul. Et après, il était rentré en Hollande. Il avait eu une famille, 4 enfants, et malheureusement, à un certain moment, sa femme les laisse parce qu'il avait il se suicide, il avait des problèmes de schizophrénie très graves, et donc il les laisse avec 4 enfants à un moment où il perdait aussi son travail. Et c'était très difficile à gérer d'un point de vue émotionnel. Donc une grosse blessure émotionnelle qui impactait donc son mental et son physique. Et il y a un moment où tout était en train de s'écrouler. Et il nous raconte que la seule chose qui a pu les sauver, c'était finalement cette rencontre avec les froids quotidiennes qu'il pouvait mettre en place de façon instinctive. Parce qu'il disait j'étais totalement hors de moi et j'avais plus mes moyens. Et je ne savais plus comment retrouver moi-même. Et la seule chose qui me permettait de me donner un moment, un instant de lucidité où je me retrouvais un instant, c'était quand il rentrait dans l'eau froide. Et il habitait à Amsterdam, il avait un canal froid juste à côté de sa petite maison, il pouvait y aller. Et c'était quelque chose qui les soignait sur l'instant. Il lui aurait donné une petite force physique, mentale pour faire face à ses émotions. Et soigner aussi ses émotions. Et dans les longs termes, dans les mois, il a réussi un peu à reprendre en main sa vie. C'était pas facile, c'était pas tout de suite, mais il a pu reprendre en main sa vie par cette rencontre avec les froids. Et il a appris ainsi que les froids, ça lui faisait du bien. Pas que sur les émotions, mais physiquement, ça se sentait bien. Et que finalement, sa façon de respirer, il avait un lien avec les froids. Il avait vu que s'il voulait rester longtemps dans les froids, et c'est ce qu'il voulait faire, parce que ça les soignait, s'il respirait de façon différente, ça l'aidait. Et que finalement, il avait des façons de s'y préparer. Et comme il n'était pas totalement novice par rapport à la respiration, parce qu'il avait déjà travaillé dans les cadres du yoga, il avait commencé à expérimenter. Il avait mis en place donc son petite routine d'entraînement où il avait de la respiration, une certaine attitude mentale, les froids, certains exercices de mouvement qui vient des yoga ou d'autres choses, mais donc cette pratique. Et il a décidé de jamais l'arrêter. Une fois qu'il allait mieux, il n'a pas dit bon maintenant je vais mieux et c'est fini. Il a continué à faire sa pratique parce que c'était la base, les fondements de sa santé. Et il a continué pour des années, 20, 30, 40 ans, il a pratiqué. Aujourd'hui, il est à 42, 43 ans de pratique continue. Mais au début, tout le monde pensait qu'il était juste fou. Parce que ce qu'il faisait, ces exercices, personne ne les voyait. Là, on parle d'il y a 30, 40 ans. Donc, vous imaginez, les yogas étaient un peu au début en Europe. L'exposition au froid, il n'y avait presque personne. Il y avait un Français qui le faisait un petit peu, Maurice Dobar, mais il n'était pas très connu. Les Scandinaviens, oui, dans leur côté, ils faisaient des bains froids et les saunas, mais aussi, c'était pas très... Voilà. Personne connaissait un peu ces pratiques et donc tout le monde pensait juste qu'il était fou, sa famille inclus, ses enfants inclus. Donc il pratiquait dans son coin et c'était pas facile parce qu'il faisait une pratique qui était différente sans vraiment être compris. Un jour, le destin veut que dans les lacs, dans un parc d'Amsterdam où je suis passé il n'y a pas très longtemps, quand j'étais là pour me former avec Wim et travailler ensemble, et ben, il y a un lac dans un parc qui gèle l'hiver parce qu'il fait assez froid. Et il y avait un couple qui marchait sous ce lac et la glace s'est cassée. Et donc le couple, totalement habillé, est tombé dans la glace et dans l'eau froide habillé et bien sûr, panique. Peut-être que ce serait jamais en sorti tout seul. Mais comme Wim il était là pour faire ses exercices, il allait toujours dans un petit coin où l'eau restait froide
sans geler, bah, sans problème, il est allé et les a aidés à sortir de l'eau et les a sauvés. Il leur a sauvé la vie. Et il y avait une équipe de télé qui a fait un reportage de tout ça. Elle était là pour autre chose, mais il a filmé le tout. Et donc, Wim est devenu un héros. Il a sauvé la vie des gens et il s'est fait une réputation parce qu'ils lui ont demandé, mais tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur de mourir toi-même, d'aller dans l'eau froide? Tu meurs dans quelques secondes dans l'eau froide. On avait des a priori très très forts avant, maintenant petit à petit ça va mieux. Mais... Donc lui, il lui a expliqué, maintenant je fais des exercices tout le temps et je peux vous montrer si ça vous intéresse. Et donc on a des reportages au début de Wim il a un petit trou dans la glace, il fait ses exercices de respi et il se met en apnée sous l'eau pour 5, 6, 7 minutes. C'était des choses incroyables que même les champions d'apnée, ils avaient un peu du mal à y arriver. Et personne ne comprenait comment ils pouvaient faire ça, en plus sous l'eau glacée. Et il sortait, il était tout rouge et il faisait quelques exercices de yoga et il était bon et fini. Donc on ne comprenait pas et ils lui ont proposé, bah, montre-nous tout ce que tu peux faire. Et donc là, ça a commencé la période des records, des Guinness World Records. Il en a fait 27. Et il a fait certains sous les froids, bien évidemment, qui lui ont gagné le nom sur des hommes de glace, des Icemen. Et ils ont fait un documentaire sur Vice, Daredevil. Et à l'époque, c'était vraiment, quand il a fait son record, de nager sous la glace pour 80 mètres, en apnée sans rien. Il a cassé les records faits par un apnéiste qui s'était préparé des années. Donc là, c'était incroyable, le Guinness World Record. Et après, il a dit, bah, voilà, c'était facile, je vais en faire un autre. Marathon pieds nus en Finlande, sous les cercles polaires, dans la neige, sans entraînement. Il a escaladé l'Everest jusqu'à la Death Zone, qui est plus de 7500 mètres, en short, bien sûr sans oxygène. Et il a fait beaucoup d'autres jusqu'au bain de glace de 2 heures, sans bouger, avec tous les équipements scientifiques qui vont avec pour monitorer et voir que la température du corps ne changeait pas. Donc il contrôlait sa température du corps. Donc, ça lui a gagné beaucoup des réputations, mais tout le monde pensait que c'était juste un athlète incroyable et quelqu'un de différent. Il a attrapé le coronavirus ou pas alors? Tout ça. Et donc lui, il a continué et jusqu'à un moment, il a dit, bah écoutez, moi je ne suis pas différent. Je pense que l'homme peut le faire avec ce qu'il a. La machine du corps humain est extraordinaire, il a des pouvoirs insoupçonnés, il faut les découvrir, vous pouvez les faire aussi. Et alors, à cette affirmation-là, c'est là où ça a commencé un peu à se dire, est-ce qu'il était sûr? On aimerait bien étudier ça de façon scientifique pour comprendre ce qui se passe. Et à l'époque, il y avait des expériences scientifiques qui commençaient à être faites sur les moines tibétains, qui faisaient des exercices de respiration où ils arrêtaient leur cœur, échauffaient leurs mains, faisaient de la méditation pour voir les ondes cérébrales qu'on avait changé. Donc il y avait tout un intérêt depuis déjà une dizaine, une vingtaine d'années sur les sujets. Donc ils ont accepté de l'étudier. Et oui, il m'a proposé une expérience scientifique. Et ça a été, injectez-moi avec une bactérie, c'était l'Escherichia coli. Et je vais vous montrer que je vais contrôler la réponse de mon système immunitaire par mes techniques. Et je vais vous expliquer exactement comment, mais en passant par la respiration et les systèmes nerveux autonomes, il a pu le faire. Et il a montré qu'il n'a pas, une fois injecté, il n'a eu aucun symptôme. Donc, normalement, c'est fièvre, vomissement et on est mal pour des heures. Et ben, il n'a eu aucun symptôme. À ce moment-là, la communauté scientifique a dit effectivement, tu as fait quelque chose d'incroyable. On pensait que les systèmes immunitaires étaient totalement autonomes et là, tu as pu, de façon plus ou moins volontaire, parce que tu l'as fait quand tu devais le faire, l'impacter. Donc ça change les livres de biologie et de médecine, c'est très intéressant. Mais on pense toujours que c'est une exception liée à ton corps et à ton ADN. Ils aimaient bien dire ça, c'est lié à ton ADN. Et à l'époque, l'épigénétique était très peu connue. Et lui dit, bah, on va faire une expérience avec un groupe de gens. On va les prendre, ils n'ont jamais pratiqué, je vais les entraîner pour 1 semaine. C'est pas beaucoup de temps, hein. Vous ne connaissez rien à la méthode, vous pratiquez avec lui 1 semaine. Ils sont allés en Pologne, dans la maison de Wim, où j'ai été pour me former, où on fait les stages en Pologne, et j'ai tout vu, et c'est magique, parce que c'est magnifique, mais il n'y a rien de spécial. On n'a pas les équipements de la NASA, les machines, on n'a rien. On a des torrents très froids, la neige, l'air pur des montagnes, et c'est tout. Ils sont entraînés avec Wim aux techniques qu'il préconisait. À l'époque, ça n'existait pas la méthode Wim Hof, donc c'était les techniques encore de Wim. Donc beaucoup de respiration, beaucoup d'exposition au froid, du chaud, travailler avec la nature, travailler avec la force du mental, la méditation, du mouvement, les yoga, etc. Ils sont revenus, ils ont été
tous injectés par la même bactérie, l'Escherichia coli, qui normalement doit provoquer des symptômes en réponse physiologique à ça très forte et dure. Et ils ont injecté en même temps notre groupe, pas entraîné, pour voir bien que la bactérie fonctionnait. Et bah, ce qu'ils ont vu, c'est que les groupes entraînés par Wim, il avait eu presque 0 symptômes, un peu de maux de tête par ici par là, mais des choses presque rien. Et l'autre groupe, bien sûr, était totalement malade. Donc, sur un groupe d'une quinzaine de personnes, au même moment, tous ils avaient réussi. À ces moments-là, ils ont écrit une étude scientifique, une deuxième, parce qu'ils avaient déjà écrit en premier, où ils ont dit, bah, clairement, l'homme peut impacter une partie de ses réponses autonomes. Il faut continuer à comprendre comment, mais on peut. Et c'est grâce à certaines pratiques, dont la méthode Wim Hof, etc. Et donc, ça a changé les livres de biologie, de médecine, ça a changé l'histoire, et ça a été reconnu comme méthode, qui s'appelle aujourd'hui méthode Wim Hof, et validée par la science. Et aujourd'hui, il y a 7 études scientifiques, 8, spécifiques à la méthode Wim Hof. C'est assez incroyable. C'est beaucoup. C'est pas juste sur la respi, c'est pas juste sur la force du mental, c'est pas une étude scientifique sur le yoga, c'est sur la méthode Wim Hof. C'est incroyable. Et à ce moment-là, c'était 2013, c'était la méthode Wim Hof qui arrivait. Donc c'est récent, il y a 7 ans. Et les premiers instructeurs ils étaient formés en 2013-2014, c'était des Hollandais. Et la première classe internationale dans laquelle j'étais aussi, c'était 2016. Donc finalement, c'est assez récent. Donc ça, c'est l'histoire. D'où vient cette méthode Wim Hof. Mais donc, c'est une histoire d'une personne qui est très belle. Il va y avoir un film fait par Hollywood qui va sortir. Oui, mais il n'a jamais voulu créer ça, mais une fois qu'il a été là-dedans, il s'est dit, bah, je peux aider les gens à se soigner. Au début, c'était pour aider les gens qui avaient des problèmes mentaux, émotionnels, comme lui, il avait vécu, parce que sa femme s'était suicidée. Donc pour gérer leurs émotions, leur mental. Mais ensuite, il a compris que ça pouvait aider les gens aussi qui avaient des problèmes de santé, parce qu'on a de plus en plus de problèmes de santé liés aux maladies de la modernité, que c'est des maladies que l'homme a inventées, ça n'existait pas avant. Il dit, bah, finalement, ce que j'ai fait, c'est un retour à la nature, c'est un retour aux origines, là où les corps s'exprimaient bien. Et donc, ça a toute sa valeur aujourd'hui, toute son importance. Mais il faut savoir que ces pratiques de la méthode Wim Hof, qui sont respiration, exposition au froid et entraînement mental, force mentale, il n'a rien inventé. C'est des pratiques qui existent depuis des milliers d'années et qui font partie, par exemple, du yoga traditionnel, des exercices de respiration, des forces mentales, des respirations, et qui viennent d'autres pratiques aussi, des arts martiaux. Voilà, ça existait déjà, mais sur des formes différentes, des fois très peu accessibles ou des fois cloisonnées. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a adapté pour faire en sorte qu'on pouvait, nous, en Europe, c'était en Europe, en 2005, 2000, 2010, pratiquer à la maison dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est intéressant. On n'a plus besoin de partir en Inde, dans un temple, trouver un maître, rester 5-10 ans, retourner, écrire un livre et finalement pratiquer et être en santé, parce qu'on a des clés pour pouvoir le faire dans un quotidien. Et ça, il n'y avait pas avant, ou il n'y avait pas autant. Peut-être il y avait quelques-uns qui enseignaient ça, mais aujourd'hui, c'est devenu mainstream, entre guillemets. Il y a des côtés négatifs à ça, mais il y a des côtés positifs, c'est-à-dire que c'est accessible. C'est pour ça qu'il y en a là. Donc ça, c'est pour recontextualiser ce qu'on va pratiquer et pour savoir que finalement, c'est des techniques qui existent depuis longtemps, adaptées à notre niveau. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des biohacking pour être en santé, la performance mentale et tout ça, mais finalement, les premières techniques de biohacking, c'est la respiration, travailler avec la nature, et travailler sur les mentales. Voilà. Donc c'est les origines du biohacking aussi, si ça vous intéresse, ces termes pour voir. Donc voilà l'histoire d'où ça vient la méthode Wim Hof et c'est qu'on va pratiquer aujourd'hui, parce qu'on va pratiquer la méthode Wim Hof et on va pas pratiquer les records du monde des Wim Hof. Et souvent il y a une confusion entre ce qu'il a fait Wim et ce qui est la méthode Wim Hof. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de faire 2 heures de bain de glace tous les jours pour pratiquer la méthode Wim Hof. On n'a pas besoin de nager sous la glace 80 mètres ou faire 7 minutes d'apnée. Mais je vous le dis pour rigoler, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ça. Et donc, c'est une démarche au chrono pour chaque apnée, au chrono pour chaque bain de glace. Et finalement, ce n'est pas dans la bonne direction. Parce que ce n'est pas une voie de reconnexion à soi et à la nature pour apprendre à savoir faire ce qu'on peut faire. Mais c'est juste, ça vient de la compète et du show-off. Ça ne nous intéresse pas, sauf si vous voulez casser un Guinness World Record et faire le vôtre. Ça, je peux peut-être vous aider et on fait un coaching personnalisé, mais c'est autre chose. Il faut bien comprendre la différence.
Donc voilà l'intro sur la méthode Wim Hof.